Pour cette enquête autour du sommeil, portons notre première attention sur le corps. De nombreuses études ont prouvé que nous possédons une horloge biologique, un rythme interne très important qui, lorsqu'il est déréglé, peut induire un mauvais sommeil. Pour comprendre, nous nous sommes rendus à Lyon, dans l'unité sommeil de la clinique Lyon Lumière. Alors, on sait qu'effectivement, il existe une horloge biologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les étapes tout au long de la journée sur 24 heures? Et puis, qu'est-ce que ça permet de savoir sur le sommeil? Alors, nous sommes des animaux terrestres et nous sommes des animaux diurnes. Ce qui veut dire que nous sommes calés sur un rythme de 24 heures et que, sauf exception, nous devons être réveillés quand il fait jour et dormir quand il fait nuit. Et de ce fait, notre cerveau s'est adapté sur ce rythme avec des petites glandes. Et ça, ce sont des horloges, ce qu'on appelle des oscillateurs. C'est autonome, c'est-à-dire que même si vous restez tout le temps dans le jour ou tout le temps dans la nuit, ils vont osciller et faire que vous aurez des rythmes. Et le premier rythme, celui qui compte le plus, qui entraîne tous les autres, c'est celui de la température du corps. Ce qui remet nos pendules à l'heure, littéralement, c'est la lumière. À savoir que lorsque le jour se lève, nos ancêtres Cro-Magnons, qui n'avaient pas l'électricité, eh bien, ils devaient être réveillés. Et on est resté quand même sur cette nécessité d'être réveillé quand il fait jour, ce qui veut dire que les travailleurs de nuit, ceux qui font les 3-8, ceux qui font beaucoup la fête, ceux qui voyagent beaucoup, ont forcément une dette de sommeil. Une dette de sommeil? Nécessairement. Ouais. Même si on est extrêmement flexible dans ces rythmes, si on travaille de nuit, on a toujours une dette de sommeil, quoi qu'on fasse. Est-ce que ça se récupère ou est-ce que c'est perdu? Une dette de sommeil ne se rattrape jamais, ne se paye jamais. On peut l'atténuer un petit peu, mais si on dort bien, on dort quand on veut. Mais si on a des problèmes de sommeil, il ne faut surtout pas la payer dans la journée parce que de toute façon, ça va amputer la nuit suivante. Donc si j'ai très mal dormi une nuit, je me lève à la même heure, je ne fais pas de sieste supérieure à 20 minutes, je me couche un peu plus tôt le lendemain soir. D'accord. Alors, pour bien dormir, il faut bien se connaître, bien s'analyser, bien savoir ce qui se passe. Quand tout allait bien, à quelle heure vous vous endormiez, à quelle heure vous vous réveilliez, combien de temps ça durait, est-ce que vous avez la pêche au réveil? C'est nécessaire de le savoir. Pourquoi? Parce que la base, c'est quand même la génétique. Et c'est nos gènes qui nous programment pour savoir combien de temps on dort. Il y a des longs dormeurs à 10 heures qui se portent très bien. Il y a des courts dormeurs à 5-6 heures qui se portent très bien. Mais la majorité de la population dort 7h30. C'est la moyenne. Ce n'est pas la norme, c'est la moyenne. Et puis la deuxième chose qui est régulée par nos gènes, c'est le fait d'être du matin, d'être du soir, d'être intermédiaire ou même d'être carrément indifférent. Par exemple, moi qui suis vraiment du matin, il faut que je me lève tous les jours à 5h30. Si je fais une grasse matinée, que je me lève à 6h, je ne suis pas bien. Parce que les gens du matin sont chrono-rigides. Ils voyagent mal, ils font mal la fête, ils ne peuvent pas travailler de nuit, ils ne peuvent pas être Georges Clooney dans l'urgence. Alors qu'un sujet du soir, eh bien, il est flexible, il peut faire la fête, faire les 3-8, mais il a du mal à démarrer le matin, et il vaut mieux pas trop l'approcher pendant les 2 premières heures après son réveil. Et ce qui nous différencie aussi, les sujets du matin et ceux du soir, c'est que les sujets du matin comme moi sont pathologiquement ponctuels. Alors que les sujets du soir sont presque toujours en retard. Ah, c'est amusant. Ouais. Donc si vous êtes DRH et que vous voulez recruter quelqu'un pour faire un travail de nuit ou en 3-8, s'il arrive pile à l'heure, vous ne le prenez pas parce qu'il va tomber malade dans les 5 ans. Alors que s'il arrive à la bourre, il sera à l'heure parce que c'est un entretien d'embauche, mais s'il arrive vraiment à la bourre, prenez-le, il va s'adapter. Mais si cette horloge biologique est déréglée, oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 1000 raisons pour avoir ces horloges déréglées, le stress, l'angoisse, et tout ça, ça se traduit par quoi? En premier lieu par l'insomnie, on ne dort pas bien, soit on ne dort pas assez, soit on dort mal, ou l'hypersomnie, c'est-à-dire on dort trop. Donc la première traduction du dérèglement des horloges, c'est ça, et puis lorsque c'est pire, parce qu'il y a un continuum, c'est la dépression, qui est la seule condition dans l'espèce humaine où cette horloge ne marche plus du tout et où tous nos paramètres, dont la température, sont plats. Cette horloge, lorsqu'elle est déréglée, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on doit faire dans notre attitude pour pouvoir la remettre à niveau? C'est important d'apprendre aux personnes le soir à avoir une période tampon entre le boulot, l'excitation de rentrer à la maison, d'avoir un moment tranquille à bouquiner, à tricoter, à regarder la télévision, que sais-je, et à ne pas avoir trop de stimuli. Et les stimuli, c'est quoi? Par exemple, une scène de ménage.
Une scène de ménage, c'est pas bon pour le sommeil, sauf si on se réconcilie sur l'oreiller. Parce que ça, c'est bon pour le sommeil, puisqu'on fabrique des endorphines qui endorment. Mais autrement, la scène de ménage, vaut mieux la reprogrammer pour le dimanche midi. C'est moins embêtant pour le sommeil. Autrement, toutes les tablettes, les écrans, les smartphones sont catastrophiques. Pourquoi ? Parce que ce sont des lumières bleues et blanches. Or, le bleu et le blanc bloquent toujours cette fameuse mélatonine et donc empêchent de dormir. Ce qui explique que les adolescents, par exemple, qui sont complètement accrochés à leur smartphone ou à leur tablette, qui le soir la mettent sous l'oreiller, des fois que le petit copain ou la petite copine envoie un texto, et là, il y a un hyper-éveil, la rétine a été imprimée par la lumière bleue, et les pauvres s'endorment mal et font ce qu'on appelle un retard de phase, qui favorise la dépression. Et il y a beaucoup de blues chez les adolescents, donc toutes ces machines sont à éviter. Et ensuite, on accompagne la baisse de température qui permet le sommeil. Donc on prend par exemple un bain tiède sans se sécher trop vite pour avoir une déperdition thermique. Et puis, on va faire éventuellement de la relaxation, de la méditation, de la pleine conscience, de la cohérence cardiaque. Ou pas du Le tout. sport, non. Non ? Pas le soir en tout cas, parce qu'on monte la température. Le sport, c'est le matin, sauf la piscine, parce qu'elle est froide et qu'on baisse la température. Autrement, le sport n'est pas à recommander le soir, surtout s'il est très stimulant, si on est vraiment en âge, il y a intérêt en tout cas à prendre une douche pas trop chaude, de manière à abaisser cette température. Il faut vraiment se dire en permanence, quand on a un problème de sommeil ou d'humeur, que plus ça rafraîchit le soir, mieux ça vaut, plus ça réchauffe le matin, mieux ça vaut, et surtout avoir un horaire de réveil constant. Même un lendemain de fête, même un lendemain de réveillon, même un lendemain de ce que vous voulez, mais de mauvaise nuit, il faut se lever toujours à la même heure. Pourquoi ? Parce que c'est l'axe qui va permettre de synchroniser tous les rythmes. Pour une raison très simple, c'est que si moi, vous venez me voir parce que vous êtes insomniaque, si je vous dis, Natacha, ce soir, je vous donne l'ordre, vous vous endormez à 22h54. Je vais dire, il va pas bien, il est bizarre, enfin c'est normal, c'est un psychiatre, mais quand même. Tandis que si je vous dis demain matin, vous vous levez à 6h48, vous achetez un réveil et vous pouvez m'obéir. Donc on peut s'obliger à avoir une heure de réveil, on ne peut pas s'obliger à avoir une heure d'endormissement. Et donc cette heure de réveil va être l'axe sur laquelle va tout s'organiser. On se réveille, un peu de sport, un peu de gym en chambre pour monter la température, une douche bien chaude prolongée, une bonne lumière, un petit déjeuner costaud à l'anglaise, et la journée part. On peut démarrer. Si on est insomniaque ou déprimé, pas de sieste supérieure à 20 minutes. Si on va bien, on fait ce qu'on veut. Qu'est-ce qui se passe quand les gens sont obligés de travailler la nuit ? Quels sont les risques ? Alors, pour travailler la nuit, déjà, il faut être du soir. Sinon, les médecins du travail sont unanimes. Au bout de 5 ans, on tombe malade. Parce qu'on ne tient pas le coup quand on est du matin. C'est génétique, on ne peut pas aller contre ces gènes. D'accord. Donc, il faut être du soir et plutôt court dormeur. Ensuite, si ça se passe bien, on n'a rien à faire. Mais si on a du mal, il faut se rappeler une chose, c'est que c'est une erreur de ne pas prévoir cette période tampon entre le boulot et le dodo. Alors imaginons que notre horloge biologique est déréglée, qu'on a des problèmes de sommeil. Quelles sont les solutions ? Automatiquement, on pense aux médicaments. Mais Oui, parce que vous êtes française, Natacha. voilà, l'avis du spécialiste du sommeil. Nous détenons le triste record mondial de consommation des somnifères et des tranquillisants. Et ça, c'est un vrai problème, parce que beaucoup d'études montrent que les tranquillisants augmentent considérablement la mortalité et augmentent aussi le risque de démence, de type Alzheimer. Donc l'important, c'est de se dire que les médicaments, c'est en dernière intention et non pas en première intention, comme c'est la règle chez nous, mais pas ailleurs, qu'on aille en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, en Suisse, c'est pas du tout pareil, du fait d'un paradoxe qui existe en France, à savoir que le ministère de la Santé nous dit il ne faut pas donner de médicaments, il faut commencer par les techniques de relaxation, de thérapie cognitive et comportementale, mais ne prend en charge que les médicaments. Donc les médecins, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Le paradoxe repose là-dessus. Donc en dernier lieu, on prescrit des médicaments si rien ne marche, et pour quelques nuits, pas plus, puisque dans l'étude que j'ai en tête, sur 100 000 sujets traités en moyenne pendant 6,7 ans, certains allant jusqu'à 13 ans,
eh bien, on voit un quasi-doublement de la mortalité chez des patients qui ont pris plus de 3 mois des tranquillisants ou des somnifères. Donc ils ont 2 fois plus de chances de mourir presque, pas tout à fait, mais presque. Que les autres. Oui. Quand on est sous tranquillisant ou oui. somnifère. Plus de 3 mois. Plus de 3 mois. Ce qui n'est pas énorme quand même sur 6,7 ans. C'est affolant. Moi je connais des gens que ça fait 10 ans qu'ils sont sous somnifères. Bien sûr. Alors ça ne tue pas tout le monde, Dieu merci. Ouais. Mais quand même, c'est un risque supplémentaire comme le tabagisme, comme le cholestérol. C'est un facteur de risque. Et pour la démence, les études, notamment celles de professeur Bégaud à Bordeaux, sont quand même très inquiétantes. On sait très bien que les gens qui prennent des benzodiazépines, pour parler barbare, donc des tranquillisants, des somnifères, ont tous des problèmes de mémoire. Ils ne s'en rendent pas nécessairement compte, mais le jour où ils arrêtent, quand ils voient le retour de leur mémoire, ils sont toujours très surpris, agréablement. Alors, imaginons que les gens soient sous somnifères ou relaxants. Comment on peut faire pour s'en défaire, pour se sevrer? Et quelles sont les solutions pour ceux qui n'en prennent pas et qui ont envie de trouver une solution à leur problème de sommeil?